1967. Le Proche-Orient est au bord de la guerre. En Égypte, devant les caméras, les militaires se préparent à combattre Israël. La presse, aux ordres du pouvoir, reflète le ton du président égyptien Nasser, qui multiplie les discours belliqueux. Nous, le peuple arabe, nous ne pouvons accepter ce qui se passe en Palestine, et nous savons nous battre et mourir. En Israël, dans les rues de Tel Aviv, l'inquiétude monte. L'État juif craint d'être anéanti par son puissant voisin arabe. La question que nous nous posons est celle de notre survie. C'est dans la pleine conscience de la gravité de cette heure que nous affrontons avec la sympathie ardente de l'opinion publique mondiale les épreuves qui nous attendent. Le ministre israélien des Affaires étrangères peut en effet compter sur la sympathie d'une grande partie de l'opinion occidentale, notamment chez son plus fidèle allié, la France. 31 mai 1967 à Paris, devant l'ambassade d'Israël, 30 000 personnes manifestent leur soutien à l'État hébreu. Parmi elles, des stars comme Guy Béard ou Johnny Hallyday. L'idole des jeunes n'est pas juif, mais comme la majorité des Français à l'époque, il s'inquiète du risque de destruction d'Israël par les armées arabes. Mais à l'Élysée, le ton tranche radicalement. De Gaulle a accepté 5 ans plus tôt l'indépendance de l'Algérie et il a donc désormais la voie libre pour un rapprochement avec les pays arabes. Il veut que la France redevienne l'un de leurs partenaires privilégiés. Alors quand Abba Eban, le ministre israélien des Affaires étrangères, vient lui demander son soutien, il reçoit à la place un avertissement. De Gaulle lui a dit « Ne tirez pas le premier, ne tirez pas la première balle. La France ne sera pas avec celui qui va tirer la première balle. » C'est la première fois dans l'histoire des deux pays que la France ne soutient pas Israël. De Gaulle veut d'abord éviter la guerre. De Gaulle est très inquiet par la dégradation de la situation régionale entre Israël et l'Égypte et craint qu'une confrontation des deux pays n'entraîne l'Union soviétique et les États-Unis dans une troisième guerre mondiale. C'est sa crainte principale, c'est presque une obsession. Donc il dira à la fois aux Israéliens n'attaquez pas les premiers, mais il dira aussi à l'ambassadeur d'Égypte attention, n'ouvrez pas les hostilités. Pour dissuader Israël d'attaquer, De Gaulle prend une mesure radicale, un embargo sur les livraisons d'armes au Proche-Orient. Une décision très mal vécue en Israël, dont l'armement dépend exclusivement de la France. La France nous tourne le dos précisément au moment où nous sommes à la veille d'une guerre, d'une guerre dangereuse. Et à ce moment-là, on avait très très peur de la guerre. On pensait que l'Égypte allait nous écraser. Le 5 juin 1967, malgré l'avertissement de Gaulle, Israël décide de frapper le premier. Son aviation, équipée de 72 Mirage achetés à la France, lance une offensive éclair. En moins de 24 heures, les chasseurs israéliens détruisent plus de 300 avions égyptiens avant même que la plupart aient eu le temps de décoller. Le même jour, la Jordanie et la Syrie entrent en guerre à leur tour pour prêter main forte à l'Égypte. La coalition arabe compte 2 fois plus de soldats et d'armes qu'Israël. Mais l'État hébreu, mieux préparé, remporte une victoire totale en 6 jours. Pour les Arabes, c'est l'humiliation. Israël a conquis des territoires sur tous les fronts. Le Sinaï a été pris à l'Égypte, le plateau du Golan à la Syrie et la Cisjordanie à la Jordanie. La vieille ville de Jérusalem, symbole de l'ancien royaume d'Israël, est désormais aux mains de l'État hébreu. Les Juifs peuvent à nouveau prier au mur des lamentations. Mais cette guerre conduit aussi Israël à se transformer en puissance occupante dans les territoires conquis. 1,5 million de Palestiniens se retrouvent sous le contrôle de l'armée israélienne. À Paris, le général de Gaulle enrage de ne pas avoir été écouté. À contre-pied de son opinion publique, il condamne un Israël guerrier
et va jusqu'à remonter aux origines de l'État hébreu, en lançant une petite phrase dévastatrice sur la nature du peuple juif. L'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. Des propos très mal vécus en Israël. Quand il parle de peuple d'élite, ça ne peut être que positif. Sûr de lui-même, c'est déjà un petit peu ambigu. Dominateur, c'est désobligeant. Beaucoup d'Israéliens, à ce moment-là, ont un peu rayé la France, sinon de leur vie, en tout cas de leur cœur. Il y a eu un sentiment de formidable déception avec l'embargo, avec cette phrase quand même blessante, inutilement blessante. Le même jour, De Gaulle exige qu'Israël se retire des territoires conquis et dénonce le cercle vicieux de l'occupation. Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force. Pour faire pression sur Israël, De Gaulle maintient l'embargo sur les armes. Il refuse de livrer à l'État hébreu 50 Mirage, pourtant commandés et payés avant la guerre des 6 jours. Mais de nombreux généraux et industriels de l'armement ne sont pas d'accord avec sa décision. Parmi eux, le constructeur des Mirages, Marcel Dassault. Il décide d'aider discrètement Israël à contourner l'embargo. Né juif puis converti au catholicisme, le pape de l'aéronautique française est depuis 20 ans un grand ami d'Israël. À plusieurs reprises, il rencontre le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Avi Primor. Israël achetait la marchandise que Dassault produisait, mais Israël avait mis les avions français à l'épreuve. Et Israël a donc fait la propagande et la publicité des avions français. Vous savez, quand on a un intérêt commun, et en plus on travaille ensemble des années et des années durant, on devient amis aussi à titre personnel. Privé des Mirages, Israël va mettre au point avec Marcel Dassault une stratégie pour obtenir malgré tout du matériel militaire. L'amiral Moka Limon dirige alors le bureau israélien des achats d'armement en France. Photographié ici avec Serge, l'un des fils de Marcel Dassault, il entretient d'excellentes relations avec toute la famille. À défaut des avions eux-mêmes, il va tenter d'obtenir auprès de Marcel Dassault les pièces détachées des appareils. Marcel Dassault m'a dit « On peut vous fournir les pièces, mais seulement à la porte de l'usine. Pour faire sortir la marchandise hors de France, là, on ne peut rien faire, il y a l'embargo. » L'aide de Dassault va se révéler précieuse pour l'État hébreu. La société française lui vend des pièces détachées et les Israéliens se chargent ensuite de les faire passer en fraude dans les ports français. À la douane, elles sont dissimulées dans des caisses contenant officiellement du matériel agricole. Pour réussir cette opération de camouflage, Israël a de nombreuses complicités dans les ministères et les administrations. C'était tout un réseau incroyable d'amitié, de connaissances, de liens entre Israël et des généraux français, des colonels français, des politiciens français, qui est entré en action. Et tout ça fait que l'embargo peut être contourné sans trop de vagues, en fait. Sans trop de vagues et avec beaucoup de complicité. On arrive assez facilement à trouver des gens qui accepteront de fermer les yeux
pour la cause, parce que c'est véritablement une cause pour certains de ces gens. Mais les pièces détachées ne suffisent pas à Israël. Pour ne plus dépendre de l'aide extérieure, l'État hébreu va construire son propre avion de chasse. En 4 ans, il réussit un tour de force, fabriquer la copie quasi conforme du Mirage français. Frappé de l'étoile de David, le Necher a comme un air de famille avec le modèle original. Si cette prouesse a été possible, c'est parce qu'Israël a réussi à se procurer illégalement les plans du Mirage. Mais qui les lui a fournis ? Pour tout le monde, à l'époque, le coupable est un ingénieur suisse travaillant pour un sous-traitant du Mirage. Après avoir livré des milliers de documents à Israël, Alfred Fröhknecht est arrêté et condamné à 4 ans de prison en Suisse pour haute trahison. Aujourd'hui pourtant, les Israéliens reconnaissent qu'il n'était qu'un des rouages de l'opération. Vous étiez au courant de cette histoire ou pas? Oui, mais où est-ce que le Suisse a-t-il trouvé les plans? Eh ben, dans l'industrie suisse, puisque les Suisses achetaient des Mirages. C'était parfaitement coordonné avec les industriels et les ingénieurs français. Les Suisses ne pouvaient pas le faire tout seuls. C'était un détournement convenable pour tout le monde. Et selon l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Asher Ben Nathan, il ne faut pas aller chercher bien loin le vrai responsable des fuites. Est-ce que Marcel Dassault vous a aidé? Bien sûr, ils nous ont donné les plans d'abord. Il faut les plans d'abord pour construire un avion. C'est eux qui vous ont donné les plans? À nous, pas personnellement à moi, mais à Israël. L'État hébreu a aussi bénéficié du savoir-faire des ingénieurs de chez Dassault. Pendant l'embargo, des dizaines d'entre eux se rendent en Israël. Officiellement, ils font du tourisme pendant leurs vacances. Mais Francis Huret, alors l'ambassadeur de France sur place, n'est pas dupe de leur manège. Je m'étais bien rendu compte que parmi tous ces gens qui venaient de temps en temps à l'ambassade, il y avait beaucoup d'ingénieurs qui disparaissaient après m'avoir dit bonjour et puis ils allaient passer des vacances studieuses dans les usines et dans les bureaux d'études israéliens. Ils venaient faire quoi alors? Pour être précis. Ils venaient prêter leur concours intellectuel, leur expérience, leur savoir-faire. Ingénieurs en vacances, pièces détachées et plans détournés, l'embargo décrété par De Gaulle aura subi de nombreux coups de canif. « 2 juillet 1969, Georges Pompidou vient de succéder au général de Gaulle et donne sa première conférence de presse. Les Israéliens comptent sur lui pour lever l'embargo, ils sont déçus. Non seulement le nouveau président le maintient, mais il accentue même l'ouverture de la France au monde arabe. La France se doit, vous vous en doutez, de défendre ses propres intérêts moraux et matériels, qui sont considérables et très variés dans tout le bassin méditerranéen, et qui tiennent en particulier aux bonnes relations anciennes ou renouvelées que nous entretenons avec les nations arabes. Pour Israël, désormais, la France est devenue pro-arabe. Alors l'État hébreu ne va plus prendre de gants avec son ancien ami. 24 décembre 1969, toute la France s'est arrêtée pour célébrer Noël. Ce soir-là, l'amiral Mokalimon est à Cherbourg pour une opération secrète. L'homme qui avait déjà fait passer clandestinement les pièces du Mirage en Israël veut maintenant récupérer 5 vedettes lance-missiles commandées par l'État hébreu qui les juge indispensables pour protéger ses côtes. Elles sont bloquées au port de Cherbourg à cause de l'embargo. Pour Mokalimon, Noël est l'occasion d'agir. Je cherchais quel était le bon moment pour faire sortir les vedettes du port. Comme on approchait de la fin de l'année, je me suis dit, Noël, c'est parfait. C'est une période creuse, tout le monde sera en vacances. Pour récupérer leur bateau, les Israéliens ont monté une société fictive, la Starboat, une société du Panama installée en Norvège. La Starboat propose aux Français de racheter les vedettes, officiellement pour forer du pétrole. La France n'a aucune raison de refuser et donne son autorisation. Cette nuit de Noël, sous les ordres de Mokalimon, 125 marins israéliens aguerris s'apprêtent à quitter le port de Cherbourg.
Ils sont supposés conduire les vedettes en Norvège comme prévu, mais en réalité, ils ont l'intention de faire route vers le sud. Alors ils veulent que leur départ soit le plus discret possible. Chaque vedette avait 4 moteurs de 2000 chevaux chacun. Vous imaginez le bruit terrible quand ça démarre? Alors j'ai dit aux équipages, synchronisez vos montres. Et les 5 bateaux ont déclenché leurs moteurs en même temps. 2 heures du matin. Alors qu'une énorme tempête fait rage, un autre militaire israélien dirige les opérations à bord, le capitaine Moshe Tabak. Il sait que sa mission est extrêmement risquée. Avant de partir, j'ai demandé à l'un de mes marins « Comment tu te sens ?» Et il m'a dit « J'ai très peur ». Je lui ai dit « T'inquiète pas, moi aussi j'ai peur ». On craignait que les Français nous bombardent ou essaient de nous rattraper. Mais les heures passent sans aucune réaction des Français accaparés par les fêtes de Noël. Quand les vedettes, 2 jours plus tard, arrivent au détroit de Gibraltar, au sud de l'Espagne, Paris ne sait toujours pas ce qui s'est passé. J'ai allumé la BBC, ils se moquaient des Français qui continuaient à chercher leurs vedettes. Cela faisait 30 heures qu'on était partis. Donc ça leur a pris beaucoup de temps. C'était parfait. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il faudra 2 jours au ministre de la Défense Michel Debré pour découvrir la vérité. Il est tellement en colère qu'il demande l'intervention de l'armée. Debré est devenu fou. Il est devenu fou. C'était la dignité de la France qui était en jeu. Il a envisagé de faire intercepter les vedettes de Cherbourg. C'est-à-dire de leur tirer dessus en mer? Il n'y a pas d'autre moyen. Donc il y avait une seule solution, c'était d'envoyer l'aviation. Mais envoyer l'aviation, quand on connaît les Israéliens, ça n'avait de sens que si les avions ne s'étaient pas limités à des tirs de semonce, mais s'ils avaient tiré au but. Le président Pompidou refuse d'aller aussi loin. Il demande à son ministre des Affaires étrangères, Maurice Schumann, de contacter d'urgence l'ambassadeur de France en Israël, qui, lui, trouve porte close. J'étais prié d'intervenir immédiatement auprès du ministre des Affaires étrangères israélien pour lui demander des explications. Je n'ai pas pu trouver M. Eban, il n'était pas là. Je ne veux pas employer de mots vulgaires, enfin, nous avions un peu l'air d'être des imbéciles, ça c'est tout à fait vrai. Au petit matin du 1er janvier, la France assiste impuissante à l'arrivée des 5 vedettes en Israël, sous les applaudissements. Les journalistes du monde entier se pressent pour recueillir le témoignage des marins, fêtés en héros. Commandant, est-ce que vous êtes content des bateaux français? Oui, ces vedettes sont très bien. À Paris, l'heure est au règlement de compte. Mokalimon, l'homme par qui le scandale est arrivé, est prié de quitter la France. Il joue le parfait innocent. Amiral, vous quittez Paris dans quel état d'esprit? Dans un très bon état d'esprit, avec beaucoup de regrets, après tous les années que je suis passé ici, avec une conscience très très tranquille. L'affaire des vedettes fait la une de la presse, qui ne se prive pas d'ironiser sur le mauvais coup joué par Israël à la France. 2 hauts gradés français sont limogés, le général Bonte et le général Cazel. Les 2 hommes font partie de la commission qui a donné son accord au départ des vedettes vers la Norvège. Alors cette commission a-t-elle été dupée ou au contraire savait-elle qui se cachait derrière la soi-disant société panaméenne? Selon les Israéliens, il y a forcément eu des complicités françaises. C'est une société inconnue du Panama qui n'a qu'une boîte postale à Oslo, quoi. C'est la première chose qu'ils auraient dû découvrir. Et s'ils ont donné leur accord pour la vente d'armes à ce genre de boîte postale bizarre, c'est qu'ils étaient complices. Et il y avait le ministère de la Défense, le ministère des Finances, le ministère des Affaires... Tous les ministères étaient concernés et étaient là-dedans. Cela fait maintenant plus de 2 ans que la France impose son embargo à Israël. Mais en septembre 1969, l'apparition sur la scène internationale d'un jeune militaire libyen très hostile à Israël, le colonel Kadhafi, va achever de mettre à dos les 2 pays.
Quelques mois seulement après son coup d'État, Kadhafi obtient en effet de la France la vente de plus de 100 Mirages. L'information révélée par la presse américaine met le président Pompidou en difficulté. Le 23 février 1970, il entame une visite officielle aux États-Unis qui ne se passe pas très bien. Dès son arrivée à l'aéroport, il est houspillé par des manifestants juifs. Pompidou, j'accuse. La neutralité française est-elle un mirage? Le président français doit s'expliquer devant la presse. Nous avons cherché à être présents en Libye parce qu'il y avait un vide et que nous préférions que ce soit nous qui le remplissions. La France assume et dans le même temps, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas tente de rassurer Israël. Ces mirages dont vous parlez, cette centaine de mirages, n'est pas destiné à nourrir le conflit. Il n'y a pas de raison valable de penser que un jour quelconque, ces appareils pourront être utilisés contre Israël. Jacques Chaban-Delmas s'est trompé. 3 ans plus tard éclate la guerre de Kippour. L'Égypte et la Syrie attaquent simultanément Israël pour récupérer leur territoire confisqué après la guerre des 6 jours. Israël découvre alors que malgré les assurances françaises, une vingtaine de Mirages a été prêtée par la Libye à l'Égypte. L'État hébreu gagne la guerre, mais cette fois grâce à des avions américains, les Fantômes. Le principal allié d'Israël s'appelle désormais les États-Unis.